Je voulais poser en fait deux questions un peu d'ordre général aujourd'hui, en fait, parce qu'il ne m'a pas échappé que Ricky était votre 10e film, votre 10e long métrage en 10 ans. Je crois même qu'aujourd'hui, à peu près, vous fêtez presque vos 20 ans de cinéma, avec aussi 17 courts-métrages. Alors, la question était de savoir J'en ai si... fait plus que 17 C'est courts-métrages. c'est Parce vrai. que j'ai fait une trentaine de courts-métrages en Super 8. Mais bon, ils sont pas montrés. Ils sont D'accord. cachés dans un tiroir. D'accord. Bon, peut-être qu'on les verra un jour. La question, c'était de savoir si vous aviez un regard sur cette carrière qui est quand même maintenant bien amorcée, bien remplie. En fait, j'ai pas trop l'habitude de regarder derrière. J'ai même tendance un peu à oublier ce que j'ai fait. Et c'est plus quand je me retrouve comme ça, dans des moments de faire la promotion d'un film, qu'en discutant avec des journalistes ou avec du public, que les gens me renvoient à mes films précédents. Et j'ai pas forcément. Ça me fait toujours bizarre qu'il y ait des liens, des ponts qui se fassent avec des films précédents, parce que moi j'ai tendance à chaque fois de me dire que c'est une histoire nouvelle, mais forcément il y a des choses qui reviennent d'un film à l'autre. Je pense que le fait que je fasse un film un peu différent à chaque fois, c'est aussi une manière d'échapper un peu à la routine et au passé. Donc non, je n'y pense pas forcément, et puis je regarde pas trop ce que j'ai fait précédemment. Je pense que j'ai besoin encore un peu de distance pour voir les films. Après, quand je tombe par hasard sur un film à la télé, j'aime bien regarder 10 minutes, un quart d'heure. J'ai du mal à voir le film intégralement. D'où vous vient quand même cette ambition de ne jamais vous répéter? C'est pas tant l'idée de jamais me répéter, c'est l'idée d'essayer quelque chose de différent autrement. C'est-à-dire que j'aime la diversité, je trouve que le cinéma permet des choses extrêmement différentes, et peut-être c'est une tendance un peu boulimique, j'ai envie de goûter à tout. Donc j'essaye, mais après, bon, il y a forcément des moments où on a l'impression de se répéter. Mais à chaque fois, quand je sens sur le tournage, je suis en train de refaire quelque chose que j'ai déjà fait, ou que j'écris quelque chose que j'ai déjà pu filmer, j'essaye d'avoir un angle un peu différent, ou de le filmer autrement, ou avoir un autre pas parti pris. Je pense que je ne sais pas à quoi c'est dû, en tout cas c'est la volonté à chaque fois de risquer, d'essayer quelque chose de différent, oui, d'expérimenter. Ma deuxième question d'ordre plus général, et après on en viendra à parler du film proprement dit. Votre film est en compétition à la Berlinale, qui approche à grands pas. C'est la 4e fois que vous êtes en compétition à Berlin, ce qui est quand même assez impressionnant. 4 fois, Oui, il y avait en fait Goutte d'eau, Goutte d'eau, qui avait d'ailleurs gagné le Teddy. Teddy Bear, oui. C'est ça, 8 femmes, Ah oui, c'est vrai. et puis Angel. Oui, ça fait tout, oui. Et c'est donc la 4e fois. fois. Et je sais aussi que les Allemands apprécient énormément vos films. Est-ce que la Berlinale est aussi le public allemand? Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose par rapport à ça? Vous êtes curieux de savoir pourquoi Moi, on vous apprécie comme ça en Allemagne? Je suis très content de revenir à Berlin. Donc effectivement, la 4e fois, je ne l'avais pas vraiment réalisé. J'aime beaucoup l'Allemagne. J'avais fait un film sur une pièce de Fassbinder. J'ai une relation particulière liée à l'enfance avec l'Allemagne. Donc c'est toujours un plaisir. Et puis j'ai l'impression que le public allemand comprend mes films. Donc c'est toujours agréable de se dire on va dans un endroit où on vous aime peut-être un peu plus qu'ailleurs. Donc c'est toujours rassurant. Et puis c'est une ville en plus que j'aime, Berlin. C'est une des rares villes en Europe où je pourrais vivre après Paris, je pense. Donc je suis content. Alors, excusez-moi, le rapport à l'enfance avec Berlin, Ah bah c'est très privé, ça. C'est D'accord. très très loin. c'est très loin. Bon, j'insiste pas. Alors parlons de Ricky, votre dernier film. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en préalable, je voulais vous poser cette question. On avait fait une interview à l'époque de la sortie à Cannes pour Le Temps qui reste. Et on avait abordé ensemble 3 films, en fait, Le Temps qui reste, Sous le sable. Et vous parliez à l'époque de réaliser une trilogie sur... On dit des conneries des fois. Peut-être. En tout cas, une trilogie sur le sujet du deuil. Exactement. Et on en était arrivé, vous étiez arrivé à me dire que vous escomptiez faire un film sur le deuil d'un enfant. Alors, Est-ce que Ricky est ce film sur le deuil de l'enfant? Ouais, exactement.
Eh bien, non. En fait, je pensais à un autre film, un autre projet que j'ai, mais il se trouve que quand j'ai filmé Ricky, que j'ai développé l'histoire, je me suis dit que le film pouvait être lu effectivement comme un deuil, mais vu peut-être de manière plus métaphorique qu'au premier degré. Mais c'est vrai que pour certaines personnes qui ont un regard différent sur le film, on peut aussi le lire comme ça. Donc c'est une des pistes possibles du film, mais en tout cas, ce n'était pas quelque chose qui était conscient au départ. Ce n'était pas une volonté. L'idée, c'était plus de parler de la famille, de parler du lien familial, de comment on trouve sa place au sein d'une famille et comment l'arrivée d'un élément extérieur perturbateur peut modifier la cellule familiale. Alors, vous avez lu une nouvelle de Rose Tremain qui s'appelle Moth. Moth. C'est ça. Donc, comment vous êtes tombé déjà sur cette nouvelle? Et vous étiez à la recherche d'un sujet? Non. Moi, je lis beaucoup naturellement, donc je lis beaucoup de romans, de nouvelles. Ça, c'était un livre qu'on m'avait offert. Moth n'est pas la nouvelle principale de ce recueil de Rose Tremain. Et donc, je l'ai lu vraiment par hasard, parce qu'a priori, il y avait une nouvelle de 60 pages qui est la première nouvelle dans le recueil, en tout cas dans l'édition française, et Moth fait environ une dizaine de pages. Donc c'est vraiment une nouvelle très courte. Et dès que je l'ai lu, j'étais enthousiasmé, j'étais excité par cette histoire, parce que j'ai aimé le ton réaliste et le fait que l'intrusion du fantastique était faite dans un milieu très très réaliste, dans un milieu social pauvre. Enfin, je trouvais ça intéressant, ce mélange du merveilleux qui vient contaminer le réel. Mais en même temps, quand j'ai lu la nouvelle, j'avais beaucoup de mal à me représenter le film qui pourrait naître de cette adaptation. Donc j'ai mis beaucoup de temps pour savoir comment l'aborder, parce qu'il y avait cet élément fantastique et je ne savais pas concrètement comment j'allais filmer ce bébé particulier. Et j'ai eu le déclic à partir du moment où je me suis rendu compte que le bébé n'était pas le sujet principal, mais que le sujet principal c'était la famille, et que le bébé n'allait être qu'un révélateur de cette famille. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer l'adaptation de la nouvelle et la développer, parce que forcément, comme elle faisait 10 pages, il y avait beaucoup de choses à enrichir et à transformer. D'accord. Alors, en revanche, c'est vrai que cet élément fantastique, d'ailleurs, c'est ce dont témoigne aussi Pierre Buffin. En fait, je voulais parler de l'effet spécial principal, qui en fait a aussi été un élément qui a participé au niveau de l'écriture du scénario. C'est-à-dire que très tôt, vous avez voulu avoir la certitude de pouvoir faire ce que vous vouliez, et que cette dimension de l'effet spécial participe. On va le dire, au bout d'un moment, on va dire qu'il y a des ailes dans le film. Il y a des ailes dans le film. On est obligé de parler par paraphrase. C'est un film ailé. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'avant de lancer vraiment le film, quand Claudie Ossard a décidé de produire le film, la première chose qu'elle a faite, c'est de passer un coup de fil à Pierre Buffin, qui s'occupe des effets spéciaux dans la compagnie Buff, et elle lui a demandé: est-ce que c'est possible de voir un bébé voler? Et Pierre Buffin lui a dit: c'est possible. Et du coup, elle a dit banco, on y va. Et le film est parti comme ça. Et après, moi j'ai eu un grand travail à faire avec les gens des effets spéciaux pour savoir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, comment cette scène on va la filmer, comment on va la tourner, est-ce qu'on prend un vrai bébé, un faux bébé, est-ce qu'on recrée en numérique, est-ce que c'est des ailes mécaniques, enfin bon, toutes sortes de questions qui se sont posées pour chaque scène que je voulais tourner. Et on a réussi à trouver pour chaque scène des choses différentes. Et donc finalement c'était assez préparé au moment du tournage. Et moi j'ai intégré ce qu'ils m'ont dit par rapport aux possibilités. Mais souvent je leur disais des choses, ils me disaient non, c'est pas possible. Je disais je veux ça, et puis au bout de 3 fois ils disaient bon, alors c'est peut-être possible, mais il faut faire ça. Donc on s'adaptait, c'était toujours un dialogue. Mais c'était enrichissant parce qu'eux, ils n'ont pas l'habitude de travailler sur des films dans lesquels le réalisme était si important. Ils ont l'habitude de travailler dans des films, les films d'effets spéciaux américains, que ce soit Batman, Harry Potter, tout ça, où l'idée du merveilleux permet que l'effet spécial soit pas faux, mais manque un peu de réalisme. Il faut que ce soit impressionnant avant d'être réaliste. Alors que moi, je voulais pas forcément que ce soit impressionnant, je voulais que ce soit réaliste tout le temps. Il me semblait que c'était le réalisme qui ferait qu'on accepte cette histoire. Donc tout le défi était là-dedans.
Il y a d'ailleurs un peu, vous citez Cronenberg aussi par rapport à ce, parce que cette attention particulière, la dimension organique de... C'est-à-dire que Cronenberg m'intéresse parce qu'il utilise les effets spéciaux pas pour les effets spéciaux, il les utilise pour raconter une histoire. Les effets spéciaux sont au service d'une histoire. Quand on voit un film sur la mouche, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte une histoire d'amour, la mouche. Après, le fait que l'homme se transforme en mouche, c'est quelque chose qui illustre cette histoire. Et je pense que mon film, c'est un peu la même chose. Le fait que le bébé ait des ailes n'est que secondaire par rapport à ce qui est vraiment en jeu entre les personnages et la vraie histoire du film. Alors, pour élargir un tout petit peu le débat, j'ai retrouvé une phrase que vous aviez dite à l'époque des Amants criminels. Oh là là. Une phrase assez générale. Vous disiez, j'ai l'impression que dans le cinéma français, on ne se sert pas de la totalité des moyens cinématographiques pour raconter une histoire. Ah ben, je suis d'accord. Pour une Toujours fois, j'ai d'accord. dit quelque chose d'intelligent. Voilà. Et vous en parliez à propos en fait, de la couleur et du Technicolor pour lequel vous avez un Ouais. goût particulier. Et là, en l'occurrence, Ricky, il y a aussi, vous êtes toujours sur la même Je longueur pense d'onde. que les Français sont très paralysés et complexés par rapport aux Américains, par rapport aux effets spéciaux, parce qu'eux aussi, ils ont beaucoup plus de moyens financiers. Mais je pense que c'est pas une question de moyens financiers, c'est une question de regard, de metteur en scène et de savoir les utiliser pour ce qu'ils sont et au service d'une histoire. Donc ce que je disais précédemment. Donc c'est vrai que ces effets spéciaux servent l'histoire que je veux raconter.